Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée de l'Unipop Histoire, notre rendez-vous fidèle du lundi soir. Et je constate avec plaisir que vous êtes toujours aussi nombreux, aussi donc assidus et bienveillants. Merci encore. Alors ce soir, nous allons parler de la Turquie, mais non pas sous ses aspects internationaux, place sur l'échiquier international. Ça, beaucoup de médias s'en font l'écho. Non, ce soir, nous allons parler de la Turquie intérieure, de la vie politique de la Turquie intérieure. Et c'est un sujet très passionnant et mal connu. Pour ce faire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Prunelle Aimé. Merci, bonsoir. Venez. Prunelle Aimé, vous êtes docteur en sciences politiques depuis quelque temps maintenant, depuis un an, avec une thèse remarquée, puisqu'elle a reçu un prix, une thèse qui portait sur la place et le rôle des femmes dans l'AKP. Et vous étiez venu justement nous présenter ce sujet il y a 6 ans maintenant, je crois, en 2017. Vous avez écouté avec grand plaisir. Mais là, le sujet de ce soir va être un peu différent, je crois. Et c'est avec grand plaisir que nous allons vous écouter. Merci beaucoup. Donc, merci à toutes et à tous d'être là. Donc, effectivement, ce soir, je vais parler d'un sujet plus historique que la dernière fois. Je ne sais pas si on m'entend bien. Tout va bien, ouais. Et donc, j'ai intitulé cette Unipop « L'État turc et l'Anatolie au XXe siècle ». Pertinence et actualité du paradigme centre-périphérie. Bon, ça fait tout comme ça, c'est un peu compliqué, mais on va essayer d'en discuter plus clairement. Je voudrais juste commencer, avant de commencer, je voudrais vous montrer une toute petite scène d'un film qui est Il était une fois en Anatolie, de Nuri Bilge Ceylan. Nathalie, si jamais tu peux lancer le... Donc, comme je disais, c'est un extrait du film Il était une fois en Anatolie, qui date de 2011. Si je vous le montre, c'est parce que, comme plusieurs films de Nuri Bilge Ceylan, il présente un certain portrait de la société turque. Ah, ça marche, super. À travers sa géographie, ses paysages. Peut-être que certains d'entre vous ont vu cet après-midi ou avant Les herbes sèches. Et là, dès cette scène d'ouverture, en fait, on a un petit microcosme de la société turque, puisqu'on a un procureur, un commissaire, il y a un médecin qui ne prend pas la parole, mais voilà, et puis l'auteur d'un crime qui est amené sur les lieux pour reconnaître les lieux de son crime. Donc on a des petits et des hauts fonctionnaires, des représentants de l'État, et puis un ouvrier, un homme du peuple. Et la scène se passe quelque part en Anatolie. En l'occurrence, le tournage a eu lieu à 2 heures d'Ankara, mais voilà, ça pourrait se passer un peu n'importe où, au milieu de plaines d'Anatolie. Et donc voilà, j'ai pris ce point de départ, si vous voulez, pour évoquer les relations entre l'État et ses représentants, et puis la géographie, le territoire et les populations de cette fameuse Anatolie. Donc juste rapidement, quand on dit Anatolie, en gros, géographiquement, c'est ce qui est sur cette carte, c'est-à-dire l'extrémité occidentale de l'Asie, mais qui s'arrête avant les chaînes de montagnes en fait, de l'est de la Turquie. Mais d'un point de vue politique, quand l'État turc dit l'Anatolie, ça va jusqu'à sa frontière de l'Est, c'est-à-dire c'est tout son territoire, sauf la partie européenne jusqu'au Bosphore, en fait. Parce que nommer autrement ce territoire-là, ça reviendrait à devoir donner un nom à tout ce qui est de l'autre côté de la ligne orange, par exemple au Kurdistan, et ça, voilà, on n'est pas tout à fait à ce stade. Alors, dans cette conférence, donc, comme je vous disais, je voudrais aborder l'enjeu du gouvernement du territoire et du gouvernement des populations dans l'histoire de la Turquie contemporaine. Et je voudrais faire ça en 4 temps. Le premier temps, qui est un peu une introduction, si vous voulez, c'est que je voudrais faire un rappel du fonctionnement de l'Empire ottoman. Parce que moi, je vais vous parler du XXe siècle.
et de la Turquie républicaine qui commence en 1923. Mais pour comprendre ce qui change au début du XXe siècle, il faut aussi comprendre ce qui se passait avant, comment ça fonctionnait avant, et puis quelle continuité aussi on a entre l'Empire ottoman et la Turquie du XXe siècle. Donc ça, ce sera le premier point. Ensuite, je voudrais me concentrer un petit peu en fait, sur cette période clé qui est la période juste avant et juste pendant la fondation de la République, donc les décennies 1910-1920. Une période troublée de modifications en fait, profondes du territoire et de la population. Et puis, troisièmement, c'est un peu le cœur de mon propos, c'est d'analyser les manières dont l'État turc a administré, a gouverné, ou a essayé en tout cas de gouverner ce territoire, cette population tout au long du XXe siècle. Et en particulier, on va parler des territoires et des populations dits périphériques ou dits minoritaires, puisque c'est là notamment que se cristallisent les enjeux de la manière dont cet État essaye de contrôler sa société. Et c'est dans cette partie, et puis tout au long de la présentation, que je voulais discuter de ce fameux paradigme centre-périphérique et une clé de lecture, l'idée qu'il y aurait un centre et une périphérie qui sont en conflit, qui est une clé de lecture qui est souvent utilisée pour analyser la société turque. Et voilà, on va essayer de discuter de cette question. Et puis, en quatrième temps, pour conclure, j'essaierai de vous parler un peu plus de l'actualité, en fait, des rapports entre l'État et sa société, ses territoires, ses populations au XXIe siècle, sous l'AKP notamment, donc sous le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, qui gouverne depuis 2002. Comme ça a été dit dans la petite présentation, je suis politiste, donc je ne suis pas historienne, donc je vous demande d'être indulgente. Bien sûr, ce sont des questions qui m'intéressent, mais si ça m'intéresse, c'est aussi parce que voilà, cette histoire-là du XXe siècle, elle permet de comprendre des phénomènes comme l'arrivée au pouvoir d'un parti comme l'AKP que j'essaye d'étudier. Alors, hop. Voilà, donc d'abord, premier point, les fondements, en fait, c'est-à-dire avant la Turquie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Empire ottoman. Donc pour comprendre en fait la manière dont l'État turc gouverne son territoire et sa population au XXe siècle, il faut remonter à la période de la fin de l'Empire ottoman. On pourrait remonter encore, mais on n'aura pas le temps. Donc la fin du XIXe siècle, c'est un moment de réforme en fait, de l'Empire et le début, avec le XXe siècle, du passage d'un empire à un État-nation, c'est-à-dire un grand changement en fait, politique. Donc cet État-nation, il naît officiellement en 1923, mais j'aimerais essayer de vous montrer qu'il ne faut pas forcément trop se focaliser sur cette date officielle, mais qu'il faut aussi s'autoriser à voir ce qui change, mais aussi ce qui reste et ce qui continue, en fait, les continuités entre l'Empire ottoman et la République de Turquie. Alors, l'Empire ottoman, il existe du XIIIe siècle à 1923, donc sur 6 siècles. Au nord, il est fondé au nord-ouest de l'Anatolie, puis ensuite il s'étend pendant plusieurs siècles. Donc c'est un empire, c'est-à-dire que c'est un ensemble territorial qui est très vaste, qui est dirigé par une puissance centrale et qui impose sa sujétion à des périphéries, à des populations situées à ces périphéries, parfois très éloignées, et qui s'étend par la conquête militaire jusqu'à ce qu'il se rétracte aussi par la défaite militaire. Donc l'Empire ottoman, il est multiculturel, il est pluriethnique, il est multilingue, il est multiconfessionnel parce que, à son apogée, là vous avez une carte, il s'étend bien sûr son centre, hein, donc l'Anatolie, la Turquie, mais aussi les Balkans, l'Europe orientale, le Caucase, une partie du Moyen-Orient et une partie de l'Afrique du Nord. Et il commence à subir des défaites militaires à la fin du XVIIIe siècle, et surtout au XIXe, les pertes les plus importantes étant la Grèce et les Balkans au XIXe siècle et les provinces arabes au début du XXe siècle. Alors l'Empire ottoman, c'est un ensemble politique qui est relativement centralisé, puisqu'on a donc ce sultan qui est le dirigeant suprême de l'État et qui contrôle les provinces de l'Empire, leurs citoyens, leurs fonctionnaires. Mais comme dans la plupart des empires, le territoire étant si vaste, en fait, ce centre politique est obligé de s'appuyer sur la confiance qu'il a en de nombreux intermédiaires locaux, en des notables locaux notamment,
et on peut parler en quelque sorte de gouvernement indirect. Okay, donc, ça pose des difficultés à de nombreuses périodes, puisque dans certaines régions, ces notables locaux, sur lesquels on est obligé de s'appuyer pour gouverner, pour lever l'impôt par exemple, réclament et acquièrent une certaine autonomie, parviennent à négocier des statuts dérogatoires, etc. Et donc, le pouvoir central est obligé de s'appuyer sur eux, mais ils ne sont pas toujours fidèles. Pour faire face à cette problématique, notamment, entre autres, après les défaites militaires aussi du XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on voit, pour essayer de régler ces différentes crises, se mettre en place un ensemble de réformes qui va être appelé les réformes du Tanzimat. C'est une période, en fait, Tanzimat, on peut traduire ça par réforme ou réorganisation. C'est une grande période de modernisation et de réorganisation de l'État, où l'Empire ottoman essaye de rationaliser son gouvernement, d'organiser l'État moderne, les infrastructures, etc., mais aussi et surtout de réduire ce pouvoir des notables locaux. Donc ça se passe dans la deuxième moitié du XIXe siècle. L'idée, c'est d'étendre en fait le contrôle du gouvernement central à tous les aspects de la vie dans les provinces et de consolider la présence de l'État et son autorité en fait. Donc ça passe par l'adoption d'un premier code provincial, ça c'est en 1864, et d'un modèle d'organisation du territoire qui reprend en fait les grandes lignes de la loi française sur les départements, puisque à la tête de chaque province, alors il y avait déjà un gouverneur qui existait, mais qui est renforcé et qui devient un peu l'équivalent du préfet, si vous voulez, qui est vraiment le représentant de l'État au niveau local et qui est là pour transmettre, appliquer les ordres reçus du centre aux échelons inférieurs. Et donc, ce préfet, il n'est plus du tout considéré comme étant indépendant ou ayant une certaine autonomie vis-à-vis du pouvoir central, mais il lui doit allégeance. Okay, et il a autorité sur toutes les affaires de la province, l'administration, la police, etc. Et cette organisation administrative-là, qui est mise en place à la fin du XIXe siècle pour contrôler le territoire et éviter les prises d'autonomie de pouvoirs locaux, c'est ce qui va être repris en grande partie par la République de Turquie ensuite. Alors, je vous disais, donc ça c'était sur le territoire, et maintenant sur les populations, je vous disais, l'Empire ottoman est un empire multiethnique, multiconfessionnel. On y trouve des Grecs, des Arméniens, des Turcs, des Juifs, des Arabes, des Kurdes, des Laz, des Alévis, etc. Donc, et bien d'autres minorités. Okay, l'Empire ottoman, il se considère comme un pouvoir musulman, sunnite, à partir du XVIe siècle notamment, mais dans lequel les non-musulmans, les autres confessions, sont reconnus au titre de gens du livre, de minorités confessionnelles, donc, qui sont à la fois protégés par l'État et assujettis. Et ces différents groupes, ces différentes composantes de ces gens du livre, ils sont appelés les millets, c'est-à-dire, alors aujourd'hui on traduit par nation, mais ça a en fait à ce moment-là une connotation plutôt religieuse, c'est des communautés en fait, si vous voulez. Et ces millets, ces nations ou ces groupes ont des chefs qui sont nommés par l'État et qui disposent d'une certaine autonomie dans le domaine religieux, dans la justice par exemple. Donc ils composent les périphéries, là où les périphéries de l'Empire. Les nostalgiques de l'Empire ottoman voient souvent ce système des millets comme une incarnation d'un système, en fait, d'un modèle de tolérance, de coexistence entre les religions. Alors c'est plus compliqué que ça, puisque en fait, évidemment, il y a une inégalité structurelle entre les musulmans et ces fameux gens du livre. D'accord ? Donc là, oui, voilà, c'est un tableau avec quelques chiffres. Ça donne une idée, donc c'est un recensement de 1844 qui a ses limites en termes de fiabilité, mais qui donne quand même des ordres de grandeur, puisqu'on voit qu'il y a 21 000 musulmans, mais derrière 21 millions de musulmans, mais derrière 13 millions de chrétiens orthodoxes, donc le deuxième plus gros groupe, composé majoritairement de Grecs et d'Arméniens. Et puis donc des chrétiens catholiques, des juifs et d'autres confessions. La fin du XIXe siècle, le début du XXe siècle, c'est, dans l'Empire ottoman comme en Europe ailleurs, l'apogée des nationalismes. Et donc ça pénètre les élites, les différentes élites de ces différentes millettes, et en particulier les élites chrétiennes,
qui commencent à avoir du ressentiment vis-à-vis de cette inégalité structurelle qui existe dans l'Empire, et qui sont gagnés par les idées nationalistes, mais aussi socialistes, qui sont en vogue en Europe. Et à ces nationalismes-là qui commencent à se réveiller dans l'Empire, répond aussi un nationalisme turc. Et donc à partir de la fin du XIXe siècle, de plus en plus, l'Empire ottoman, notamment sous le règne de Abdülhamid, qui est le dernier sultan à vraiment gouverner, à exercer le pouvoir, l'Empire de plus en plus se définit par la turcité, en fait, ce qui n'était pas le cas avant. L'Empire de plus en plus se définit comme un empire musulman et turc. Et la turcité devient considérée comme étant à l'origine de l'Empire, et donc comme étant son centre, en fait, et donc comme étant supérieure finalement aux autres identités. Et puis les autres populations musulmanes, albanaises, arabes, kurdes, etc., commencent elles aussi à vivre ce réveil nationaliste. Donc, le nationalisme, à ce moment-là, devient l'idéologie qui va être motrice dans la constitution des États indépendants et qui deviennent des États-nations pour beaucoup, mais aussi dans des nettoyages ethniques dans la région, dans des déplacements de population. Et donc, ce tournant-là, entre le 19e et le 20e siècle, c'est un moment où les équilibres démographiques vont changer fondamentalement. À la fois du fait des pertes de territoire de l'Empire, du fait des déplacements et des échanges de population, et du fait du génocide arménien. Je vais y revenir dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qui change quand on passe d'un empire à une nation ? Si on prend la définition de l'historien Benedict Anderson, une nation, c'est une communauté politique d'appartenance, proprement imaginaire, et qui permet de penser le peuple comme un groupe humain uni, cohérent, qui aspire à vivre ensemble. Donc c'est très différent du modèle des millettes ottomans, puisque là, l'idée, c'est qu'il y a une nation qui est soudée par une histoire qui est commune, par des mythes, des héros, des symboles qui sont communs. Et c'est ça qui se construit dans ce territoire-là, au tournant du siècle et principalement au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, le nationalisme turc, il va être incarné principalement par un groupe qu'on va appeler les Jeunes Turcs, qui sont donc un mouvement politique ultranationaliste, moderniste, réformateur, qui est officiellement connu sous le nom de Comité Union et Progrès, et qui va diriger le pays en fait, dans la décennie 1910, après avoir renversé le sultan Abdülhamid II. Et c'est dans cet intervalle-là de pouvoir des jeunes Turcs en fait, que sont posées les bases de la République, qui sera fondée ensuite par Mustafa Kemal, dont on va parler après. Qui est largement, en fait, Mustafa Kemal dit Atatürk, largement héritier de ces jeunes Turcs. Donc c'est dans cet intervalle-là que l'Empire progressivement devient un État-nation, c'est-à-dire un système dans lequel l'État, en fait, le système institutionnel, coïncide avec la nation, c'est-à-dire la communauté d'appartenance, d'identification, etc. Alors, je passe. Donc ça, c'était voilà, le contexte un petit peu, le contexte de l'Empire ottoman et son mode de fonctionnement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans cette décennie 1910-1920, c'est-à-dire les fondements de la République de Turquie? On peut faire en fait deux récits, et il y a deux récits concurrents de la fondation de la République de Turquie. Il y a l'historiographie nationaliste, qui fait le récit des réformes kémalistes comme un grand mouvement de lutte pour l'indépendance du pays, pour sa modernisation, son occidentalisation. C'est un récit qui met l'accent sur certaines réformes, mais aussi qui sont souvent mises en avant, comme le fait que voilà, Atatürk a donné le droit de vote aux femmes très tôt, etc. Donc ça, c'est l'historiographie plutôt nationaliste. Et puis, on a l'historiographie plus critique qui a mis du temps à émerger et qui, elle, fait plutôt le récit des violences sur lesquelles la République s'est fondée, en particulier à l'égard des minorités. En fait, bien sûr, ce sont deux faces d'une même pièce, hein, l'une ne va pas sans l'autre, puisque la fondation de la République, c'est un moment de turquification en fait, de la nation, qui passe par la turquification de la langue, de la population, des noms de famille, etc. Et qui se fait en grande partie dans la violence. Et en particulier, je voudrais évoquer
trois points, trois moments de ces 2 décennies 1910-1920. Le premier, c'est le génocide des Arméniens. Le deuxième, c'est la signature du traité de Lausanne en 1923 et les échanges de population qui s'en suivent. Et puis le troisième, c'est les premières révoltes kurdes qui ont lieu dans les années 20. Alors, d'abord, le génocide des Arméniens. Donc on disait juste avant la conférence qu'il y a déjà eu des unipop dessus, donc je vais essayer d'être rapide, mais en même temps, c'est important parce que c'est considéré comme, pour une partie de l'historiographie contemporaine critique, comme en fait, en quelque sorte, un des actes fondateurs de la République et du nationalisme de Turquie. Donc le génocide des Arméniens, il est perpétré entre 1915 et 1916. On peut même dire jusqu'en 1923 si on prend en compte des massacres qui ont suivi. Il fait, selon les estimations, environ 1,3 million de morts. L'Empire ottoman, avant 1915, il compte à peu près 2 millions d'Arméniens qui vivent principalement à l'est et au nord-est de l'Anatolie, donc la zone qui est plutôt en orange sur la carte. Ils sont donc chrétiens orthodoxes, et à la fin du XIXe siècle, comme je vous disais, les Arméniens, comme d'autres minorités, commencent à prendre conscience de l'inégalité structurelle des communautés dans l'Empire, et commencent à être gagnés aussi par les idées socialistes, révolutionnaires et nationalistes. Donc des groupes se forment dans la communauté arménienne, et c'est cet activisme politique naissant qui va devenir le prétexte en fait au massacre. Les jeunes Turcs, les fameux jeunes Turcs dont je vous ai montré les photos avant, qui ont renversé le sultan, eux, c'est cette période où ils développent en fait une idéologie nationaliste, turquiste, qui est largement inspirée du positivisme et du darwinisme social de la fin du XIXe siècle, et des thèses racialistes. Et donc de plus en plus, ils vont considérer les Arméniens comme un ennemi intérieur qui est un obstacle en fait, à l'unification de la nation turque et à son unification ethnique. Et donc c'est ce comité Union et Progrès des jeunes Turcs, en particulier les fameux 3 pachas, Talat Pacha, Enver Pacha et Cemal Pacha, qui dirigent l'Empire à ce moment-là, qui vont organiser le génocide arménien. Les tensions, en fait, si vous voulez, montent au début de la Première Guerre mondiale. Les Arméniens sont accusés en fait, de trahison et d'alliance avec la Russie. Et donc, les conscrits arméniens sont désarmés, les femmes et les enfants sont déportés dans des convois qui sont devenus tristement célèbres, des convois à pied dans des régions quasiment désertiques de Mésopotamie où la plupart meurent. Et les hommes sont souvent massacrés sur place et une partie est déportée dans des camps au nord de la Syrie actuelle. Donc on considère qu'environ les 3/4 des Arméniens de Turquie sont tués pendant ce génocide, et une autre partie sont partis ensuite se réfugier en Arménie russe, en Syrie et puis en Europe. On compte aussi à ce moment-là un très grand nombre de spoliations de biens immobiliers, des commerces, des fortunes des Arméniens, qui ont permis aussi à la nouvelle bourgeoisie turque en formation de s'enrichir. D'accord ? Le palais présidentiel de Çankaya, par exemple, à Ankara, donc qui a été le palais présidentiel jusqu'en 2014, c'est un palais qui avait été spolié à une famille arménienne. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un acte fondateur de la République ? D'abord parce que c'est un élément essentiel de l'ingénierie sociale et de l'ingénierie démographique dans la Turquie républicaine et dans l'État-nation turc en formation, qui repose sur l'idée qu'on peut modeler le territoire et la population, qu'on peut en fait déplacer, extraire des éléments, et qui trace une frontière entre 2 types de minorités. Les minorités qu'on peut et qu'on va essayer de turquifier, d'intégrer, donc les Kurdes, les Alévis, on y reviendra, et puis celles qu'on ne peut pas turquifier ou intégrer et que donc il faut extraire, déplacer ou éliminer. Ce génocide arménien, il modifie considérablement donc la démographie, bien sûr, puisque je vous ai dit plus d'1,5 million, 1,3 million de morts et les autres qui ensuite quittent le territoire. Il modifie aussi l'espace, des villages sont détruits, les églises sont détruites,
il modifie l'économie, la possession des biens, des terres, etc. Et très souvent, dans les anciens villages arméniens, quand ils ne sont pas entièrement détruits, on va placer d'autres populations qui, elles, rejoignent l'Empire, en particulier les musulmans qui viennent des Balkans et du Caucase, et qu'on considère comme pouvant, eux, s'intégrer davantage au moule de la nation turque. Alors ça, c'était le premier point du génocide arménien, ou du génocide des Arméniens. Donc, il se déroule pendant la Première Guerre mondiale, pendant laquelle l'Empire ottoman est allié à l'Allemagne, et donc au sortir de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est du côté des perdants. À la fin du conflit, l'Empire ottoman est contraint de signer un armistice avec les Alliés. Attendez, voilà, je me mets là. Il est contraint de signer un armistice avec les Alliés qui ont intérêt, les puissances européennes, la France, l'Angleterre notamment, qui ont intérêt à entériner le démantèlement, la perte de territoire de l'Empire ottoman, puisqu'ils ont des vues sur une grande partie de son territoire, puisqu'on est à une période où la France et l'Angleterre sont encore en expansion coloniale. Le territoire de l'Empire ottoman, il avait déjà été très réduit. Là, cette carte, elle vous montre avec des dates les différentes pertes de l'Empire ottoman entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, à la faveur des luttes nationalistes, notamment dans les Balkans en particulier, et puis au Maghreb, dans ses possessions arabes, etc. Donc, l'Empire ottoman, il a déjà perdu la Serbie, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce. Il a déjà perdu la Bosnie, l'Albanie, la Libye, ses possessions arabes, etc. Donc, déjà, il y a un très fort rétrécissement. Et en 1920, est signé un traité entre l'Empire ottoman et les Alliés qui poursuit cette perte de territoire, qui est le traité de Sèvres. Ce traité de Sèvres, il prévoit que l'Empire ottoman renonce... alors attendez. Voilà. Il prévoit que l'Empire ottoman renonce à ses provinces arabes, alors qu'il a déjà largement perdu, qu'il cède la Thrace orientale, donc c'est-à-dire, là, c'est ce qu'il n'y a pas sur la... Enfin, c'est caché par le texte, mais c'est-à-dire ce qui est à l'ouest d'Istanbul, donc qui garde juste la ville d'Istanbul, mais que la petite partie européenne de la Turquie soit cédée à la Grèce, qu'il cède surtout tout le nord-est à un État arménien indépendant, une grande partie du sud-est à un projet d'État kurde autonome, et qu'il cède des provinces orientales, notamment donc le sud, voilà, là où vous voyez la Sicile, donc la Mésopotamie en fait, ce qui est actuellement la frontière entre la Syrie et la Turquie, qu'il cède tout ça à des mandats de la SDN, de la Société des Nations, qui seraient accordés à la France et au Royaume-Uni, qui allaient administrer donc, ce qui est l'actuelle Syrie, Liban, Palestine. Et en dessus de tout ça, les détroits doivent être démilitarisés, l'Empire doit être mis sous tutelle financière, etc. Donc l'Empire ottoman, si vous voulez, est réduit avec ce traité de Sèvres à une toute petite partie de ce qu'il était avant. Il passe de 1 700 000 km² à peine plus de 400 000 km², au profit d'États indépendants arméniens et kurdes. Et ça, c'est vraiment un traumatisme qui va marquer toute la politique turque, en fait, vis-à-vis de son territoire par la suite. Et on parle souvent en fait, de syndrome de Sèvres pour nommer en Turquie la peur en fait, du démembrement, de la sécession, de la perte de territoire. Et partant de là, donc, la suspicion à l'égard de toute demande d'autonomie en fait, de la part de minorités. Ce traité, en fait, donc, qui est signé en 1920 par les représentants du sultan, n'est jamais signé par l'ensemble des parties, n'est jamais appliqué. C'est une période où l'Empire ottoman va connaître un double gouvernement, puisqu'on a le sultan à Constantinople qui a signé le traité, mais toute une partie du pays qui n'accepte pas le traité et qui va être en fait menée par Mustafa Kemal, donc un général de l'armée qui s'est illustré dans la bataille des Dardanelles notamment, et qui prend la tête d'un gouvernement concurrent à Ankara, qui émane d'une grande assemblée nationale à Ankara en 1920. Et donc lui, il ne reconnaît pas la validité du traité
Et il encourage un sursaut nationaliste pour dire non, on ne va pas perdre toute cette moitié est de l'Anatolie, etc. Et donc il va soulever des armées contre les puissances occupantes, donc françaises et anglaises, pour mener des campagnes militaires et surtout négocier en fait, pour récupérer ces territoires-là et ne pas mettre en œuvre ce traité de Sèvres. Tout ça aboutit 3 ans plus tard, en 1923, à ce qui est considéré comme une victoire, donc par la proclamation de la République de Turquie à la suite de la signature d'un deuxième traité qui annule le premier, si vous voulez, qui est lui le traité fondateur de la Turquie, qui est le traité de Lausanne. Voilà. Donc là, j'ai mis une photo de Mustafa Kemal Atatürk. Donc, le traité de Lausanne, il remplace le traité de Sèvres et il précise les frontières actuelles de la Turquie. Alors, il entérine des pertes, bien sûr. La Turquie perd Chypre, elle perd la Syrie, l'Empire ottoman plutôt, perd Chypre, la Syrie, la Palestine, la Jordanie, l'Irak, l'Arabie. Mais la Turquie, donc, conserve ce qui avait été prévu pour être un territoire arménien indépendant et un Kurdistan indépendant. Et deuxième point, le traité de Sèvres, il rend obligatoire des transferts de population, qui avait déjà commencé avec le génocide arménien, on en a parlé, mais il rend obligatoire des transferts de population, cette fois entre la Grèce et la Turquie, puisque 1,6 million de Grecs ottomans, c'est-à-dire de Grecs vivant sur le territoire de la Nouvelle-Turquie, doivent partir en Grèce, donc retourner théoriquement en Grèce, même s'ils n'y ont jamais vécu. Et à l'inverse, 300 000 musulmans de Grèce, doivent venir en Turquie. Donc il y a un échange de population entre les deux, qui se fait largement dans la violence, qui repose sur un critère d'appartenance religieuse. Et pour qualifier ce moment-là, l'historiographie grecque parle de nettoyage ethnique. L'historiographie nationaliste turque, elle, va parler, par euphémisme, de stabilisation de l'homogénéité ethno-religieuse. L'idée que il y a des vases communicants et que d'un côté, il faut qu'il y ait les Grecs, de l'autre côté, il faut qu'il y ait les Turcs. Donc ce traité, par la même occasion, il abolit le califat et il reconnaît la légitimité du régime de Mustafa Kemal qui s'installe à Ankara, qui devient la nouvelle capitale. Donc là, on a aussi un basculement du centre d'un territoire à un autre, qui est une nouvelle ville sur laquelle on espère bâtir un nouvel État, en fait, recommencer quelque part. Un peu, pas à zéro, mais sur des bases rénovées, modernes, etc. Juste entre parenthèses, je dis Mustafa Kemal, c'est vrai que on a tendance un peu par réflexe à l'appeler Atatürk, et c'est un usage qu'il faut interroger, puisque donc Atatürk, ça veut dire le père des Turcs, c'est un surnom qui lui est donné ensuite et qui devient son nom officiel dans la République dirigée par le parti unique de Mustafa Kemal. Mais voilà, le reprendre, c'est en fait reprendre à son compte ce culte de la personnalité et du leader de Mustafa Kemal. Donc c'est un petit peu comme, si vous voulez, si on appelait Staline le père des peuples. Voilà, donc il faut, on peut dire Mustafa Kemal dit Atatürk, mais avoir un peu de recul sur ce nom-là. Alors ce pouvoir de Mustafa Kemal, donc, il repose sur un parti unique qui va progressivement fusionner avec l'État qui vient d'être créé, va devenir en fait un parti-État qui s'appelle le Parti républicain du peuple et qui est incarné, qui s'incarne dans une idéologie qui est progressivement définie. Il y a une petite période de recherche d'identité de l'idéologie dans les premières années de la République, qui est le kémalisme. Donc le kémalisme, il s'inspire à la fois du modernisme, des Lumières, du nationalisme, du darwinisme social des jeunes Turcs, tout en reconnaissant l'importance de la religion comme ciment de la société, et en ayant, notamment dans les années 20-30, une certaine attirance pour le fascisme aussi. Et le kémalisme finit par se définir par 6 flèches. Je vous les ai mis là, voilà. 6 flèches du kémalisme que sont le révolutionnarisme, le nationalisme, la laïcité, le républicanisme, le populisme et l'étatisme. Donc c'est ces 6 grands principes qui définissent le kémalisme et qui sont inscrits dans la Constitution. Donc pour résumer ces 2 premiers points,
je regarde quand même le temps. On passe en fait en quelques années, en quelques décennies, c'est assez rapide, d'un système à l'autre, donc d'un empire très large qui va des Balkans au Moyen-Orient, multinational, multilingue, dans lequel il y a une religion officielle, mais aussi d'autres confessions reconnues, et dans lequel tous les habitants de l'empire sont sujets, mais avec des statuts différents. Donc on passe de ça à un système qui est la République de Turquie, qui est sur un territoire restreint, dans lequel on considère qu'il n'y a plus qu'une nation qui parle une langue, donc la nation turque qui parle le turc, dans lequel l'islam sunnite devient séparé de l'État, mais aussi contrôlé par l'État, donc reste en fait une religion nationale, et dans lequel on impose une binarité claire entre ceux qui font partie de la communauté nationale, les nationaux, et ceux qui sont des étrangers. Il n'y a plus différentes communautés, différents peuples dans le territoire, officiellement. Alors, pour autant, malgré ces déplacements de population, et malgré cette reformulation de la nation comme étant unie et cohérente et homogène, etc., la démographie reste loin d'être homogène dans la Turquie du post-traité de Lausanne, si vous voulez. Le traité de Lausanne, il reconnaît l'existence, et c'est toujours le cas, de 3 minorités qui sont donc officiellement reconnues par l'État turc, qui sont les Arméniens, les Grecs et les Juifs. Mais qui, si on les compte, représentent de plus en plus une toute petite portion, en fait, ces minorités officielles, de la population, puisque, donc, vous voyez, 1914, on est avant le génocide arménien et avant les échanges de population, on est à peu près à 20% de non-musulmans. En 1927, 2,5%. Et puis les années d'après, en fait, du fait de persécutions, du fait de pogroms, du fait de discrimination, etc., ceux qui restaient, en fait, continuent à migrer vers la Grèce, vers l'Arménie, vers l'Europe, etc. Et donc, la part, en fait, de la population non musulmane se réduit de plus en plus. Donc, quelque part, si on suit juste le texte, ce qui est écrit, les minorités officielles qui sont reconnues, qui existent en Turquie, c'est une très petite portion de la population. Et la Turquie est un pays musulman à 99%, c'est ce qui est dit régulièrement. Pour autant, c'est plus compliqué que ça. En fait, le critère religieux est le marqueur exclusif de la reconnaissance des minorités dans ce traité de Lausanne. Or, ça fonctionne, ça, parce que de plus en plus, en fait, la nation turque est définie à partir d'un double critère, qui va être la turcité et l'islam, et la religion, l'appartenance à l'islam supposée ou réelle. D'accord ? Donc ça implique qu'aucun groupe qui est musulman n'est considéré comme une minorité. C'est la victoire d'une turcité qui est définie en fait aussi par l'appartenance à l'islam. Et c'est quelque chose qu'on a moins en tête parce qu'on met souvent l'accent sur le régime de Mustafa Kemal Atatürk comme étant un régime laïque, mais en fait qui repose sur une définition de la turcité qui est intrinsèquement liée et qui est indissociable de l'islam. Alors, cette définition de la turcité, on la doit notamment à une figure qui est un peu considérée comme le père idéologique de la nation et de la République turque, qui est Ziya Gökalp, qui est un poète et un sociologue turc, qui est un grand traducteur de Émile Durkheim en Turquie, et qui écrit en 1923 les principes de la turcité. Et c'est un livre, et puis ses autres écrits, dans lequel il rejette l'héritage ottoman et cette idée que voilà, il y aurait différentes communautés qui pourraient vivre sur un même territoire, etc. Et en même temps, il essaye de concilier des aspirations vers l'Occident et une identité turque. Et donc, il essaye finalement de réunir, dans une même définition de la turcité, 3 principes que sont donc l'identité turque, qui est définie par sa langue, sa culture, l'islam et la modernité. En fait, ce qu'il dit, c'est la modernité n'est pas que européenne, n'est pas que occidentale, elle peut être turque, elle peut être authentiquement turque, elle est compatible avec l'islam, et voilà, c'est ça qu'on va fonder dans cette nouvelle nation.
Mais donc, je vous disais, la réalité est différente de ça, puisque les minorités, entre guillemets, qui sont non reconnues, elles sont très nombreuses. En particulier, bien sûr, les Kurdes, qui représentent environ 20% de la population, les Alévis, qui représentent entre 12 et 15 millions de la population, qui sont en fait les Alévis, qui sont des musulmans, mais plus proches du chiisme, et qui sont considérés donc comme hétérodoxes par les sunnites de Turquie. Donc les Kurdes, les Alévis, les Arabes, etc., qui sont en fait considérés par défaut, d'accord, comme turcs. Hamid Bozarslan, il écrit « Ils sont turcs parce que musulmans, musulmans parce que turcs ». Leur reconnaissance en tant qu'existence, que minorité, n'est pas possible par le fait qu'ils sont musulmans. Et donc l'attitude officielle à l'égard de ces groupes-là, qui existent, bien sûr, dont tout le monde connaît l'existence, mais qui ne sont pas reconnus officiellement, c'est une attitude d'une extrême rigidité, voire d'un déni, à l'encontre de ces minorités, qui alimente une rhétorique qui est centrale dans toute l'histoire contemporaine de la Turquie, de la trahison, de l'ennemi interne, etc., lorsqu'elles essayent de revendiquer... Ah, j'ai bougé un truc. Ça va. Lorsqu'elles revendiquent des formes d'autonomie. Voilà, donc là, je vous ai mis une citation. Donc 1930, ministre de la Justice, 1930, on est vraiment à l'apogée du nationalisme turc, et par ailleurs dans une période où les thèses fascistes et voire même l'Allemagne nazie inspirent beaucoup une partie de l'élite politique turque. Donc là, on a une des citations parmi les plus musclées, si vous voulez, sur cette question-là, qui nous dit, à l'Assemblée nationale, il déclare « Le Turc est l'unique maître, l'unique propriétaire de ce pays. Ceux qui n'appartiennent pas à la race pure turque n'ont qu'un seul droit dans ce pays, d'être les serviteurs et les esclaves des Turcs. » Voilà, ça pose une ambiance. Donc, vis-à-vis de ces minorités, si vous voulez, il y a deux positions. C'est soit le déni, ils n'existent pas, ou leur existence est une manipulation de l'étranger, soit, au contraire, ils existent et ils sont une menace, une classe dangereuse qui voudrait affaiblir la Turquie ou menacerait son intégrité territoriale. Alors, je ne vais pas faire une unipop entière sur la question kurde, parce qu'il y en a sans doute déjà eu, et puis ça mériterait beaucoup de temps, et j'en suis pas spécialiste. Mais c'est évidemment une question qui est centrale quand je vous dis que je vais vous parler ce soir de la manière dont l'État turc gouverne sa population et son territoire. La question kurde est vraiment centrale dans cette thématique-là. Et comme je vous disais, il y a des événements marquants dans les années 20 et 30 qu'il faut citer, notamment la révolte de Sheikh Saïd qui a lieu en 1925. Et donc là, l'illustration qui est publiée dans le journal Cumhuriyet concerne en fait cet événement-là. La révolte de Sheikh Saïd, c'est une révolte kurde importante et on fait souvent remonter l'activisme kurde à cette révolte. C'est un peu considéré comme la première grande révolte kurde, même s'il y en a eu, on peut toujours trouver d'autres avant, d'autres après, etc. À l'origine, c'est surtout une rébellion conservatrice, en fait, qui vise à raviver le califat et le sultanat qui ont été abolis par Mustafa Kemal. Mustafa Kemal qui a remis en cause, en fait, via ça, le pouvoir des chefs religieux et notamment des chefs religieux locaux, qui sont aussi souvent, dans les régions kurdes, des chefs de tribus. Et donc, la République a aussi interdit les écoles kurdes, l'usage de la langue kurde. Donc tout ça est très impopulaire dans une région qui reste attachée, en fait, à la religion, et très impopulaire auprès de ces chefs locaux qui ont perdu leur pouvoir. Et donc, il y a cette rébellion qui commence plutôt sur la base d'une revendication religieuse et conservatrice, mais qui, petit à petit, au fil des semaines, va prendre un tournant nationaliste, en fait, va s'appuyer sur des forces kurdes, et qui va être très violemment réprimée par l'armée turque, avec plus de 300 000 morts civils. Et c'est une révolte qui marque, en fait, la conception, la vision de cette région comme une région dangereuse, comme une menace, en fait, de sécession, et donc il va falloir contrôler en y imposant notamment des régimes d'exception, une présence militaire permanente, etc.
Une décennie plus tard, on a une autre, décidément, on a une autre révolte, c'est la révolte de Dersim, 1936-1938, qui est un événement important à la fois dans l'histoire du mouvement kurde et dans l'histoire des Alevis, puisque à Dersim, qui est une région qui va être rebaptisée justement pour la turquifier, qui va être nommée Tunceli, qui est une région montagneuse, à Dersim vivent en fait des Kurdes Alevis, et qui, de la même manière, en fait, vont se rebeller notamment contre une présence militaire de plus en plus accrue dans la région, alors que du fait de leur éloignement, du fait de la géographie, comme je vous dis, c'est une région montagneuse, les habitants d'Ersim avaient toujours vécu dans une relative autonomie, assez loin finalement du pouvoir politique, et là, petit à petit, l'étau se resserre autour d'eux, et donc ça débouche sur une révolte. Et là encore, on a une répression très violente. C'est la première fois en fait, que l'État turc envoie sur sa population des chars de combat, l'aviation, des gaz toxiques, etc. Et la région est complètement dévastée. Mais c'est au fin fond de la Turquie, si vous voulez, dans une région montagneuse. Et en fait, on a peu d'écho en Europe, par exemple, à ce moment-là. De ce point de vue-là, du point de vue de la question kurde, les années 40-50 sont une période plutôt d'accalmie. Et c'est à partir des années 70 que le nationalisme kurde revit, notamment d'abord dans la gauche turque, dans les mouvements de gauche turque, et puis petit à petit dans des partis autonomes, et aussi dans le PKK, qui va être la branche armée, hein, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui est créé en 1978. Et après quoi, dans les années 80 et surtout 90, va démarrer une période de guérilla vraiment beaucoup plus intense entre le mouvement kurde et l'État turc. D'un côté, on a donc ces affrontements violents, qui est une des manières que l'État turc a eu d'essayer de contrôler cette partie de son territoire et de sa population. De l'autre côté, une autre manière d'essayer de gouverner, qui a toujours été un petit peu en tandem, c'est la question du développement. Les régions kurdes sont considérées comme étant des régions sous-développées, arriérées, et il y a cette idée aussi que si la jeunesse kurde se tourne vers les armes et vers le PKK, c'est parce que finalement on ne leur a pas offert assez aussi d'opportunités, parce qu'il y a du chômage, parce qu'il y a de la pauvreté, etc. Et donc cette idée du développement, elle est présente au XXe siècle, elle est toujours présente aujourd'hui, mais elle se reformule au fil des décennies. Et de fait, puisqu'il y a eu ces décennies permanentes d'états d'exception, de guerre, d'affrontements, etc., la région est de fait sous-développée, entre guillemets, par rapport au reste de la Turquie, c'est-à-dire qu'il y a une inégalité importante en termes économiques, en termes de taux d'éducation, d'espérance de vie, etc. Et donc, régulièrement, il y a des plans de développement qui sont un peu l'autre face de la gestion... voilà. L'autre face de la gestion de la question kurde, du problème kurde, le plus récent, entre guillemets, et qui est toujours en cours, qui a été lancé à la fin des années 80, c'est le projet d'Anatolie du Sud-Est, le projet GAP, qui est un grand projet d'investissement en fait, dans les régions kurdes, notamment de construction de barrages pour l'énergie hydraulique et pour l'irrigation, donc de barrages sur le Tigre et l'Euphrate, avec l'idée aussi d'investir dans la santé, dans l'éducation, dans l'emploi, etc. Et donc tout ça, c'est aussi une manière de contrôler le territoire, sa géographie, voire de la détourner. Là, je vous ai montré une photo d'une petite ville qui, en fait, comme plusieurs dans cette région, du fait des barrages, a été déplacée et engloutie en fait, par l'eau. Donc c'est aussi une manière de remodeler le territoire. Et puis, en mettant en œuvre ces projets de développement, d'essayer de casser les solidarités locales kurdes. D'accord ? Donc voilà, on a un peu ces différentes manières de gouverner le territoire. Et puis, bien sûr, les politiques d'assimilation, ça c'est tout au long du XXe siècle. Là, j'ai mis une photo d'un slogan récurrent de Mustafa Kemal qui dit « Heureux celui qui se dit turc », et donc qui est affiché en grand, et là, y compris écrit sur les montagnes, par exemple, en l'occurrence là dans la région de Kars. Alors, il reste du temps, mais pas tant que ça. Donc, je passe à mon troisième point. On a parlé de
cette période de la fondation, des violences sur lesquelles elle repose. Maintenant que j'ai exposé ce qui se passe dans ces années de fondation de la République, je voudrais évoquer la manière dont, une fois qu'elle s'est établie, elle a gouverné, elle a essayé de gouverner son territoire et sa population. D'abord, dans la Turquie kémaliste, il y a un système administratif et territorial qui s'impose, qui est à la fois, comme je vous disais au tout début, un héritage du système ottoman et un résultat de cette fameuse méfiance envers la province potentiellement sécessionniste. L'idée, c'est qu'il faut unifier la nation, neutraliser les pouvoirs intermédiaires, contrôler les territoires. Ça passe par plusieurs choses. D'abord, une volonté d'uniformisation, c'est-à-dire que contrairement à l'Empire ottoman, on va imposer que tous les territoires soient gouvernés par la même administration, la même loi, de manière homogène, qu'il n'y ait pas de statut dérogatoire. D'accord ? Bien sûr, en revanche, il y a des états d'exception, notamment états d'exception militaires dans les régions kurdes. Mais l'idée, c'est une uniformisation. On va remplacer aussi les anciennes provinces qui sont considérées comme trop grandes et donc difficiles à gouverner par des unités plus petites, des départements qui sont d'abord 63 et ensuite 81. Donc là, c'est la carte actuelle. Avec à leur tête toujours le même préfet, mais qui est encore plus renforcé, si vous voulez. Des régions sont créées, mais ces régions, le mot région, en fait, en turc, a toujours il a une connotation politique. Il y a l'idée qu'il pourrait y avoir, qu'une région pourrait aboutir à un régionalisme, donc à une forme d'autonomie. Donc on évite en fait la création des régions. Donc des régions sont instaurées, mais à des buts juste statistiques. Et surtout, le découpage est très important, puisqu'on fait attention à ce que aucune région ne corresponde entièrement à une identité, si vous voulez, ou à une minorité. Donc par exemple, ce qui est considéré comme le cœur du Kurdistan est coupé entre deux régions. Donc les territoires, le découpage des territoires ne correspond à aucun clivage ethnique, linguistique ou religieux, à aucune unité culturelle, si vous voulez. L'idée, c'est de brouiller, de nier les cartes des populations. Et puis, on fait aussi des changements de toponymes, donc des changements de noms. Parmi les changements importants, alors je vous ai parlé du nom de Dersim qui est devenu Tunceli. On a aussi plusieurs villes du sud-est de la Turquie, donc la frontière avec la Syrie, là où a été menée une grande partie de la guerre d'indépendance de la Turquie dont je vous parlais tout à l'heure. Les villes sont renommées, on leur appose un préfixe. Donc vous avez par exemple Gaziantep, donc qui était Antep, qui devient Gazi-Antep, qui veut dire Antep la vétérante, Antep la combattante de la foi. Vous avez Karaman-Maraş, qui était juste Maraş, mais qui devient Maraş, qui devient Karaman Maraş, c'est-à-dire Maraş l'héroïque. Şanlı Urfa aussi, c'était juste Urfa et ça devient Şanlı Urfa, c'est-à-dire Urfa la glorieuse, etc. Donc vous avez aussi des noms voilà, comme ça qui permettent de rappeler les victoires, les conquêtes, etc. Dans cette nouvelle Turquie, toutes les différences ne sont pas niées, mais la République procède en fait à une forme de réduction des identités ethniques, linguistiques, religieuses, à des folklores locaux, à ce qu'on appellerait en France le terroir, en fait. C'est-à-dire que dans les années 20 et 30, d'ailleurs en Turquie, il y a beaucoup d'études folkloriques, d'études d'ethnographie, des musées folkloriques, etc., qui sont créés. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant les coutumes, les habits, les danses locales, la cuisine locale, etc. Mais tout ça ne sont pas des identités, mais plutôt des pièces qui composent la nation. D'accord ? Les autres instruments de l'ingénierie sociale et puis de l'assimilation des populations qu'on peut citer sont alors des réformes qui visent plutôt à ce qui est considéré comme des réformes de modernisation et d'occidentalisation. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du droit de vote des femmes en 1933, qui est pensé comme un signe d'occidentalisation, de l'interdiction du port du fez, qui doit être remplacé par le chapeau pour les hommes en 1925, de l'interdiction du port du foulard islamique aussi dans de nombreuses institutions, des réformes de l'éducation avec l'ouverture d'écoles et la fermeture des écoles religieuses, le changement de l'alphabet aussi, qui est un moment très important, puisque l'ottoman s'écrit en fait avec l'alphabet arabe et il est considéré comme étant très difficile et comme étant aussi un obstacle à l'alphabétisation des masses. Et donc on va passer à l'alphabet latin et simplifier la langue, la grammaire, etc. Pour alphabétiser les masses. Au passage, le kurde donc, est interdit dans les publications et à l'école.
et le turc est imposé comme la seule langue autorisée dans le pays. Les noms de famille sont aussi changés, turquifiés, et cette ingénierie sociale, elle passe aussi par la culture, par la création notamment de maisons du peuple dans tout le territoire, où on va notamment diffuser des pièces de théâtre nationalistes qui mettent en scène le récit national. Ça passe aussi par la promotion du sport, notamment dans les années 30. Là, encore une fois, on voit un peu l'influence du fascisme. Le sport devient obligatoire pour les femmes et pour les hommes entre 15 et 35 ans, parce qu'on considère qu'il faut renforcer le corps de la nation, etc. Sauf en région kurde, où là, le sport n'est pas rendu obligatoire, parce qu'au contraire, on ne veut pas que le corps kurde se martialise plus, se renforce, etc. Donc voilà, on est sur des instruments assez classiques de la construction nationale qu'on retrouve beaucoup dans la France de la Troisième République, par exemple. Oui, voilà. Ceci étant, il ne faut pas tomber dans un récit, dans le récit kémaliste lui-même, si vous voulez, qui veut que le pays a été parfaitement modernisé, turquifié, développé et éduqué en quelques années ou en quelques décennies. Bien sûr, il y a eu des changements profonds en fait, des structures politiques, sociales et culturelles de la Turquie à partir des années 20 et 30. Néanmoins, jamais l'État turc n'a eu la capacité de contrôler entièrement son territoire et ses populations, comme le montre l'affirmation du mouvement kurde, comme le montre la survivance des confréries religieuses, etc. Donc l'ingénierie kémaliste, elle n'est jamais totale. Il y a toujours eu en fait un fossé entre une élite républicaine, urbaine, et les différents groupes sociaux qui composent la Turquie. Alors, pour parler de ça, je voudrais arriver à mon troisième... Enfin, je suis déjà dans mon troisième point, mais continuer mon troisième point. Et je vais m'asseoir un peu. Donc, je vous ai donné en fait tous ces éléments historiques. Et j'aimerais essayer de prendre un peu de hauteur pour essayer d'analyser ces dynamiques et notamment discuter de ce dont je vous ai parlé au début, de ce fameux paradigme qui est central dans l'analyse de la société et de l'État turc, qui est le paradigme centre-périphérie. Donc cette idée, elle a été proposée par un sociologue et politiste turc célèbre qui s'appelle Şerif Mardin, qui a écrit notamment un article majeur en 1973 dans lequel il résume ses thèses, qui s'appelle « Les relations entre centre et périphérie, une clé pour comprendre une clé de la politique turque ». Donc, c'est un article qui est extrêmement cité dans le champ universitaire, mais qui est aussi utilisé au-delà du champ scientifique, en fait, dans les cercles journalistiques, dans des cercles intellectuels, y compris dans des cercles qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, parmi les libéraux, à gauche, parmi les islamistes, etc. Parce que c'est une grille de lecture et une analyse qui est très séduisante, qui est assez efficace pour comprendre en fait l'histoire et la politique en Turquie, mais qui, comme toute grille d'analyse unique, a bien sûr des limites. Alors, que contient ce fameux paradigme du centre et de la périphérie ? Pour résumer, il contient l'idée que l'Empire ottoman et à sa suite la Turquie moderne a un centre qui est tenu par des institutions étatiques, par des groupes qui partagent un statut socio-économique, qui partagent des visions du monde, et que ce centre fait face, dès la fin de l'Empire ottoman et pendant toute la période de la Turquie moderne, ce centre fait face à une périphérie qui, elle, a été exclue des institutions, des sources de privilèges, des codes culturels. Et l'idée, c'est que toute l'histoire de la Turquie moderne, en fait, est mue par ce conflit entre ce centre et cette périphérie, et par la volonté du centre de dominer la périphérie, de contrôler la périphérie, et par les velléités de la périphérie d'accéder au pouvoir, d'accéder au centre. Donc, on a une dichotomie que j'ai essayé de rassembler dans ce tableau, entre d'un côté le centre, alors, qui est incarné par, plus concrètement, en fait, 3 institutions qui font alliance, c'est-à-dire une alliance entre l'armée, la justice et la bureaucratie, donc entre les généraux, les juges et les bureaucrates et l'administration. Donc, quand je vous montrais par exemple la scène d'introduction de « Il était une fois en Anatolie », c'était aussi pour ça, c'est-à-dire pour montrer un procureur, un policier, etc., qui travaillent ensemble, y compris dans un territoire reculé d'Anatolie. Donc, cette alliance entre l'armée, la justice et l'administration, la bureaucratie,
qui se soutiennent mutuellement, qui partagent un même ethos professionnel, qui ont une même vision d'eux-mêmes, une même vision du monde, qui ont une idéologie en commun qui est le kémalisme, et qui, quand ils sentent que cette fondation-là de la République est en danger, agissent à l'unisson pour faire face à ces menaces, pour renverser les menaces internes qui seraient issues de la périphérie, avec les moyens qu'ils ont, donc judiciaires, militaires, politiques, voire des moyens extrajudiciaires. Par exemple, par la répétition de coups d'État dans l'histoire turque en 1960, 1971, 1980, 1997, etc. Face à eux, on a la périphérie, qui, elle, est composée des populations rurales, des milieux religieux, des territoires d'Anatolie, globalement, en particulier de l'Est, des minorités, et puis des élites, des notables locaux qui pourraient vouloir voilà, plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus de pouvoir. Donc voilà, d'un côté, on a l'État, de l'autre, la société. D'un côté, on a ce qui est laïque et moderniste, et de l'autre côté, ce qui est religieux et traditionnel. Il y a aussi l'idée, alors pas vraiment chez Cherif Mardin, mais plutôt dans les interprétations qu'il y a eu ensuite, dans les usages qu'il y a eu de son article, que d'un côté, il y aurait l'autoritarisme de la République de Turquie, le parti unique kémaliste, et de l'autre côté, des forces finalement pluralistes de démocratisation. D'un côté, il y a l'élite, de l'autre, il y a le peuple, d'un côté, il y a les riches, de l'autre, les pauvres, etc. On peut faire tout un tas de dualismes comme ça qui sont autant de reformulations de ce paradigme centre-périphérie. Ce clivage-là, entre le centre et la périphérie, il est particulièrement visible dans les décennies 1950-1960, où plusieurs partis, alors dans un premier temps, le Parti démocrate et ensuite le Parti de la justice, vont faire face au parti historique, le Parti républicain du peuple. Jusqu'à 1946, on est dans un régime de parti unique, mais à partir de 1946, l'hégémonie de ce parti unique kémaliste, elle est contestée par, d'abord, en fait, des personnes qui font sécession du parti unique et qui vont s'allier à des forces sociales et politiques se réclamant de la périphérie et revendiquant d'incarner le vrai peuple contre une forme d'élite déconnectée, d'accord ? Et donc le Parti démocrate, qui est issu de cette rupture au sein du CHP, qui a réussi à imposer le multipartisme, les premières élections en 1946, arrive au pouvoir dans les années 50, grâce à une alliance avec des forces qui s'identifient à la périphérie, qui sont la bourgeoisie et les grands propriétaires terriens. Ils vont, une fois qu'ils sont au pouvoir, engager le pays dans un mode de production capitaliste et moins étatiste qu'avant, et puis se montrer plus à l'écoute des demandes des religieux et assouplir certaines lois kémalistes, augmenter le budget de la direction des affaires religieuses, construire des mosquées, réautoriser l'utilisation de l'arabe dans l'appel à la prière qui avait été remplacé par le turc, etc. Tout ça va entraîner des interventions de l'armée, comme je vous disais tout à l'heure, hein, cette coalition armée, justice, bureaucratie qui là se sent menacée, qui donc va faire un premier coup d'État militaire, mais en fait, tout au long des années 60, 70, etc., ces partis vont se reformer après les interventions militaires et réessayer d'incarner à chaque fois ces groupes sociaux exclus qui veulent accéder aux positions de pouvoir. La bourgeoisie libérale, les entrepreneurs anatoliens, les propriétaires terriens, les milieux conservateurs et religieux, etc. Ce thème du centre et de la périphérie, il est très présent dans la culture turque, y compris dans le cinéma, donc, où on voit s'affronter, se jouer deux thèmes souvent qui sont assez récurrents. Le thème de ce que je vous ai montré un petit peu déjà avec Il était une fois en Anatolie, l'État dans ces territoires, c'est-à-dire un fonctionnaire. Alors, dans Les Herbes Sèches, par exemple, que vous avez peut-être vu cet après-midi, c'est un enseignant envoyé dans un village au fin fond de la Turquie. Donc un enseignant, un procureur, un préfet, le fonctionnaire envoyé dans un village de montagne ou rural et qui veut moderniser, qui veut éduquer, mais qui va se heurter au conservatisme, au sous-développement, etc. Parfois la question kurde elle est abordée frontalement, parfois c'est évoqué de manière plus implicite, etc. Donc premier thème, et puis deuxième thème, l'exode rural, c'est-à-dire le mal du pays, de ceux qui sont partis de leur village, par exemple dans Kasaba de Nuri Bilge Ceylan, dans Yol de Yilmaz Güney, donc où là ce sont des prisonniers qui reviennent en permission dans leur village. Donc voilà, de nostalgiques qui reviennent en fait, qui étaient partis en ville ou à l'ouest et qui reviennent à l'est dans leur village. Vous allez voir la suite juste après. Mais voilà, là encore une fois, on a un jeune
et c'est souvent le cas des fonctionnaires envoyés en fait en Anatolie, un jeune procureur qui vient de prendre son poste et qui est avec la juge qui elle est déjà là et qui lui explique un petit peu comment les choses fonctionnent et qui lui dit ici c'est une petite ville donc oui, vous ça vous paraît pas convenable que le maire en tant que procureur vous invite à dîner, mais bon les choses se passent un peu différemment ici. Et puis ensuite vous avez la scène de la route qui rappelle un petit peu aussi celle de Il était une fois en Anatolie, avec cette route au milieu d'un paysage assez vide et d'une ville qui inspire a priori plutôt la méfiance. Donc c'est un thème qui est assez présent dans le champ scientifique, dans le champ intellectuel et même dans les représentations culturelles de la Turquie, cette idée qu'il y aurait un centre, une périphérie, des relations tendues entre les deux, etc. C'est une clé de lecture qui est, je vous le dis, bien sûr très intéressante et très riche pour analyser l'histoire turque, et en même temps qui, comme toute clé de lecture unique, a des limites, notamment puisqu'elle repose sur l'idée que la société aurait un centre et une périphérie, alors qu'il faudrait probablement prendre plus au sérieux la nature multiple des relations de pouvoir et le fait qu'en fait il y a de multiples centres et de multiples périphéries. C'est-à-dire que le Parti démocrate et ses successeurs, par exemple, ne représentent pas la périphérie ou le peuple, mais certains groupes sociaux. Une coalition, je vous disais, de la bourgeoisie capitaliste, des propriétaires terriens, des cercles religieux, mais pas les Kurdes, pas les Alévis, par exemple, pas les classes ouvrières, etc. De la même manière, le centre n'est pas si uni, homogène qu'il n'y paraît, puisqu'il y a des conflits entre les différentes composantes de cette élite kémaliste, entre l'armée et la justice, par exemple, à plusieurs moments. Des conflits, y compris au sein de l'armée, par exemple, on voit ça à travers le fait qu'il y a eu des tentatives de coups d'État ratés à plusieurs reprises. Ça veut dire que c'est une faction de l'armée qui a essayé de faire un coup d'État, mais qui n'a pas été suivie par le reste de l'armée. De la même manière, puisque chez Chérif Mardin, le centre incarne la modernité, c'est plus compliqué que ça. En fait, il y a des modernités multiples et alternatives. Ça, c'est la thèse notamment de Nilüfer Gölé dans un livre de 2003 qui s'appelle Musulmanes et modernes, dans lequel elle montre que les femmes qui revendiquent le port du voile à partir des années 90, qui pourraient être classées dans le tableau dans la périphérie, en fait, n'ont pas grand-chose à voir avec la périphérie pieuse, arriérée, entre guillemets, ciblée par le kémalisme du XXe siècle, puisque ce sont des jeunes femmes urbaines, éduquées, diplômées, qui veulent travailler, etc., et qui revendiquent la place de la religiosité dans l'espace public. Donc voilà, c'est plus compliqué que ça. Les idéologies sont réappropriées, circulent dans différents segments de la société. Et puis l'article date de 1973, c'est-à-dire au début encore d'un phénomène massif qui transforme la Turquie, qui est l'exode rural, puisque depuis les années 60, surtout dans les années 70, la migration interne a été particulièrement forte et ça complique l'analyse. Et en fait, ça a produit des identités et des systèmes de valeurs hybrides, puisque les personnes issues des périphéries ne sont pas la périphérie dans le centre, mais c'est quelque chose de nouveau qui se reforme à ce moment-là. Donc voilà, plutôt que de dire qu'il y a un clivage, enfin qu'il y a le clivage centre-périphérie, on pourrait plutôt dire que c'est un des clivages, une des clés de lecture du politique en Turquie, un des puzzles en fait qui permet de comprendre beaucoup de choses, mais pas tout. Alors il me reste à peu près 20 minutes, je voudrais garder quand même 10 minutes pour quelques questions-réponses, donc je voudrais juste aborder le dernier point qui est faire un peu un saut dans l'histoire et se demander est-ce que l'AKP, qu'est-ce que l'AKP, donc le Parti de la justice et du développement qui est au pouvoir aujourd'hui depuis 2002, et est-ce qu'on peut considérer l'AKP comme la périphérie, comme une forme de revanche de la périphérie, de prise de pouvoir de la périphérie sur le centre. Donc je vous disais, à partir des années 50, mais encore plus à partir des années 80, des couches dites périphériques commencent à réellement ébranler l'hégémonie du centre. On a parlé du mouvement kurde, de la guérilla, et à côté, il y a aussi le mouvement islamiste, qui remporte de plus en plus, à partir des années 80, des succès électoraux, en dépit des attaques récurrentes dont ils font l'objet par cette fameuse alliance du centre, de la bureaucratie, du pouvoir judiciaire et du pouvoir militaire. C'est d'abord principalement au niveau des municipalités que ces forces de la périphérie, entre guillemets, vont essayer d'accéder au pouvoir, notamment parce que dans les années 80, on a des réformes des municipalités qui donnent un petit peu plus d'autonomie à cet échelon, qui reste
très contrôlé par l'État et par le préfet, mais qui, notamment au niveau des municipalités métropolitaines, va avoir plus d'autonomie, plus de compétences, et donc ça va être un échelon auquel les partis qui ne font pas partie du centre, les partis d'opposition, et notamment les partis issus de l'islam politique, vont expérimenter le pouvoir, vont commencer à essayer d'être des gestionnaires, à gouverner au niveau local, et puis à partir de là, monter et essayer d'accéder au pouvoir au niveau national. En même temps, on a, sur le plan économique cette fois-ci, à partir des années 80, des acteurs aussi qui viennent concurrencer le pouvoir économique du centre, qui sont ceux qu'on va surnommer les tigres anatoliens, en référence à la croissance économique des tigres asiatiques, qui sont en fait des groupes industriels qui décollent dans les villes anatoliennes comme Kayseri, Çorum, Konya, Gaziantep, etc., qui, du fait de l'ouverture du pays aux exportations et du fait de leur proximité aussi vers le Moyen-Orient, croissent très vite en fait à partir des années 80. Et c'est cette nouvelle bourgeoisie que Dila Kiankaya a appelée la bourgeoisie islamique, donc d'hommes d'affaires pieux issus de la périphérie, mais qui sont acquis au principe du néolibéralisme, du marché, etc., qui vont s'organiser et essayer de concurrencer aussi les conglomérats économiques historiques d'Istanbul. Eux, cette classe économique-là, elle est largement soutenue par les partis de la droite libérale et les partis issus de l'islam politique, et puis ça va être une des bases sociales aussi de leur ascension politique, et notamment de l'AKP. Alors, qu'est-ce que l'AKP et en quoi est-ce qu'il pourrait représenter une revanche de la périphérie ? L'AKP, donc il est fondé en 2001, il arrive au pouvoir en 2002, il est dirigé depuis ses débuts par Recep Tayyip Erdogan, qui est actuellement le président de la République, et on a utilisé un grand nombre d'adjectifs pour définir l'AKP. On a dit c'est un parti populiste, islamiste, conservateur, nationaliste, néolibéraliste, néolibéral, pardon, autoritariste, etc. Donc c'est un peu tout ça à la fois, et surtout c'est un parti qui a évolué depuis ses débuts. Alors si on peut dire que l'AKP représenterait la périphérie ou une des périphéries face au centre, c'est d'abord du fait de l'origine politique et sociale de ses leaders et de ses cadres. Ils sont issus du mouvement islamiste, dont je n'ai pas tout à fait le temps de faire la généalogie là, mais qui remonte aux années 70, et qui a comme thématique l'islamisme, ou un certain islamisme turc, l'indépendance nationale, une certaine nostalgie de l'ottomanisme aussi, et qui a pour but de porter au centre du système politique et économique les populations pieuses qui ont été poussées à la périphérie par les cadres fondateurs de la République, qui sont considérés comme hautains, distants vis-à-vis du peuple. Donc les petits industriels, les artisans, les commerçants de province, les milieux religieux, et puis de plus en plus, au fur et à mesure que ces partis issus de l'islam politique se massifient, les classes populaires urbaines, ceux qui sont arrivés des campagnes, etc. Ces partis se considèrent comme des parias du système, et ils le sont en fait puisque, comme je vous disais, ils font face à des attaques régulières de la part du système judiciaire qui les interdit pour atteinte à la laïcité, des attaques de la part de l'armée, etc. Là, je vous ai mis une citation de Necip Fazil Kısakürek, qui est un poète qui est souvent cité par les leaders de l'AKP et par Erdogan, et qui représente un petit peu en fait, cette idée qu'ont ces membres de l'islam politique turc, qui est que tu es étranger dans ton propre pays, un paria dans ta patrie, c'est-à-dire que finalement la Turquie aurait été dominée depuis le début de la République par des forces occidentalisées, qui sont des forces en fait ralliées à l'étranger et qui oppriment le vrai peuple, la vraie Turquie, etc. Erdogan lui-même, il incarne en fait cette périphérie qui vient accéder au centre, puisqu'il est issu d'une famille plutôt populaire. Il a grandi dans un quartier périphérique d'Istanbul, et contrairement aux ministres qui l'ont précédé et au président de la République qui l'ont précédé, il ne fait ni partie de l'élite militaire, ni partie d'une riche famille de propriétaires terriens. Il n'a pas été dans une université prestigieuse, il n'a jamais travaillé dans la fonction publique, ce qui est très important. Il a suivi une éducation religieuse, il a fait ensuite une école de commerce. Donc il se met en scène comme un homme issu du peuple, un homme pratiquant, qui a un ressentiment vis-à-vis des élites, et qui prône la conservation des valeurs familiales, mais aussi l'idée que par le travail, par la méritocratie, on va pouvoir accéder à l'ascension sociale, accéder à la modernité, au développement, et l'offrir aux classes populaires, aux classes moyennes. Donc la promesse de l'AKP dès ses débuts, c'est de transporter le centre de la société au centre du politique, c'est-à-dire ce qui constituerait en fait la vraie essence de la société, les amener au centre du politique.
par la croissance économique, par des promesses aussi de redistribution, et par des promesses sur le plan culturel aussi de lever les interdictions trop strictes de la laïcité à la turque. Donc beaucoup, et pardon, juste une chose, par des promesses aussi, au début en tout cas de l'AKP, d'ouverture sur la question kurde et sur la question des minorités. Dans les années 2000 notamment, il y a eu sous l'AKP des négociations avec le PKK, des lois de libéralisation sur l'usage et la diffusion en kurde, de la langue kurde je veux dire, et des promesses aussi de résoudre les problèmes d'autres minorités comme les non-musulmans, les alévis, promesses qui ont peu été tenues par la suite, et voilà, le conflit kurde a repris de manière encore plus violente ces dernières années, mais au début, en tout cas, beaucoup ont vu dans l'AKP une revanche des périphéries et de ceux qu'on appelle en Turquie souvent, qu'on surnomme les Turcs noirs contre les Turcs blancs, donc du vrai peuple contre les élites, des opprimés contre les oppresseurs. D'où le fait que l'AKP a été soutenue dans ses débuts, dans les années 2000, a été déjà assez bien vue par l'Europe, qui voyait l'espoir de un parti musulman, conservateur et démocrate. Et en Turquie aussi, beaucoup de cercles libéraux, en fait, qui n'étaient pas particulièrement proches de l'islam politique, ont vu dans l'AKP la possibilité pour les groupes minoritaires exclus de se rallier pour soutenir un pouvoir anti-establishment qui allait un jour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Pour autant, cette idée que l'AKP, et je termine là-dessus, serait une revanche de la périphérie, c'est là encore une idée qui est sans doute un peu trop simple, pour plusieurs raisons. Point par point, d'abord sur l'origine sociale de ces leaders, je vous ai parlé du récit autour de Erdogan, homme du peuple, etc. Certes, beaucoup sont d'origine provinciale ou populaire, beaucoup ont étudié dans des écoles coraniques, enfin dans des écoles religieuses, pardon, qui sont appelées les écoles imamatip, qui sont en fait des écoles publiques dans lesquelles sont formés les fonctionnaires religieux en Turquie. Mais ces écoles ont été mises en place par l'État précisément pour contrôler la religion et offrir un mélange d'éducation religieuse et d'éducation laïque contre l'éducation des médressés, des écoles coraniques, des confréries par exemple. Donc même si une partie a été éduquée dans ces fameuses écoles imamatip, en fait c'est les écoles de l'État aussi. Donc est-ce que c'est vraiment la périphérie ? Déjà on peut le questionner. Et puis la plupart des cadres de l'AKP autour d'Erdogan ont été à l'université, beaucoup ont étudié à l'étranger, aux États-Unis. En fait, beaucoup sont bien plus proches du centre que des périphéries. Idéologiquement aussi, les cadres de l'AKP, ils partagent beaucoup avec l'ancien establishment républicain. L'AKP, en fait, il est formé par des jeunes cadres des anciens partis issus de l'islam politique, mais qui ont fait une forme de scission au début des années 2000 entre un camp traditionnaliste et un camp réformateur. L'AKP, c'est les réformateurs. Ce qu'ils veulent, c'est incarner une forme de synthèse entre l'islamisme turc des années 70-80, dont ils s'émancipent en partie, et les partis de la droite conservatrice, libérale, en fait, turque, qui, elle, est affaiblie. Et donc, il va essayer d'occuper un espace politique qui est très large, qui va du centre-droit au milieu ultra-conservateur, en fait. Et donc, il est libéral sur le plan économique, conservateur sur le plan social et culturel. Il évite, en tout cas à ses débuts, un discours trop ouvertement islamiste ou religieux pour pas se confronter directement justement au milieu laïque. Et donc en 2002, quand l'AKP arrive au pouvoir, c'est difficile de distinguer son programme par exemple, du programme des conservateurs du Parti républicain aux États-Unis, si vous voulez. Donc idéologiquement, les cadres de l'AKP, ils partagent beaucoup de choses avec des membres de l'establishment, des membres du centre, si vous voulez. Ils partagent notamment aussi le nationalisme, qui n'est jamais remis en question, l'opposition au mouvement d'extrême gauche, l'anticommunisme, etc. Autre point, certes, je vous ai dit, l'AKP a souvent été attaquée par le pouvoir judiciaire et par le pouvoir militaire, ce qui lui permet de se placer en victime du système, et donc du côté de la périphérie. Néanmoins, il faut dire, comme je disais tout à l'heure, ce paradigme centre-périphérie, c'est un peu réducteur parce qu'il n'y a pas une périphérie, mais des périphéries qui ne sont pas traitées de la même manière à travers l'histoire par l'État turc. En l'occurrence, l'AKP, les attaques qu'il a vécues sont réelles, mais sont sans commune mesure avec les attaques que vivent d'autres périphéries, comme les Kurdes par exemple, qui sont là des attaques non pas juste judiciaires, mais militaires, etc.
Sur l'électorat de l'AKP, est-ce que l'électorat de l'AKP incarne la périphérie? Alors, on parle souvent de l'électorat de l'AKP comme d'un électorat populaire, religieux, pas éduqué, etc. C'est partiellement vrai, puisque ce sont des groupes sociaux qui sont surreprésentés dans l'AKP. Mais c'est aussi une image qui est souvent véhiculée par l'élite républicaine qui se plaît à caricaturer un peu l'homme du peuple ou la femme du peuple, bigot ou bigote, qui vote pour l'AKP, etc. En réalité, l'AKP, il se maintient au pouvoir parce qu'il a réussi à construire une coalition très large de plusieurs groupes sociaux qui évoluent dans le temps, d'ailleurs, entre les classes populaires urbaines et rurales, oui, mais aussi des classes moyennes, des commerçants, des milieux d'affaires, une partie des libéraux, etc. Et en fait, l'AKP arrive à être gagnant dans tous les clivages qui traversent la société turque. Pas seulement le clivage centre-périphérie, mais le clivage entre les Turcs et les Kurdes, entre les sunnites et les alévis, entre les conservateurs, les modernisateurs, etc. Il incarne toujours dans ces différents clivages la majorité sociologique, et donc il est assuré de gagner les élections. Et puis il s'est allié, l'AKP, depuis 2015, il ne gouverne plus seul, mais il gouverne en coalition avec un parti d'extrême droite, qui est le Parti d'Action Nationaliste, qui a été fondé en 1969, qui est lié donc à des milieux ultranationalistes, et qui est à l'origine un parti très laïque, mais qui s'accommode aujourd'hui de l'islamisme. Donc vous voyez, il y a une espèce de fusion avec un parti qui, lui, était plutôt du côté du centre. Et puis, dernier point, surtout, le tournant autoritaire de l'AKP, qu'on observe depuis les années 2010, vient remettre en question l'idée que la périphérie aurait un potentiel démocratique, pluraliste, réformateur. Aujourd'hui, le pouvoir de l'AKP prend la forme d'un autoritarisme ultra-conservateur, très nationaliste, qui n'a pas transformé l'État autoritaire de l'ancienne élite républicaine, mais qui a chassé plutôt de l'État ses anciens occupants et a pris leur place sans changer fondamentalement en fait, les structures de pouvoir. Et même cette idée que l'AKP serait le nouveau centre, on peut réfléchir aussi sur cette question, c'est-à-dire que oui, peut-être que l'AKP a chassé un centre et qu'on a un nouveau centre à la place. Néanmoins, là encore, ça serait occulter un peu trop les tensions internes et les conflits internes à ce nouveau centre, qui sont toujours difficiles à étudier, difficiles à voir quand ces acteurs-là sont au pouvoir, puisqu'évidemment, ils ont tout intérêt à se montrer comme unis, cohérents, soudés, etc. Mais la rivalité entre Erdogan et le mouvement Gülen, dans la décennie 2010, avec la tentative de coup d'État de 2016, montre bien qu'il y a des rivalités, il y a des tensions, y compris à l'intérieur de ce nouveau pouvoir. Je m'arrête là. Voilà, il reste quelques minutes. J'imagine qu'on peut déborder un tout petit peu. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, s'il y a des questions. Bonsoir, merci pour votre exposé très intéressant qui remet bien les idées en place sur toute cette histoire de la Turquie. Comme ça a été dit dans la présentation, vous aviez déjà, il y a plusieurs années, fait ici une conférence sur les femmes à Istanbul. C'est ça, je crois, hein, voilà. Sur les militantes de l'AKP. Voilà, c'est ça, à Istanbul, oui. Vous aviez, c'était au début de vos études, vous étiez à Sciences Po Bordeaux, il me semble. Qu'est-ce qui a motivé chez vous ce désir d'étudier la Turquie ? Oui, mais c'est une question. Est-ce qu'on prend plusieurs quelques questions et je réponds ou... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question? S'il n'y en a pas d'autres, je réponds. Alors, tu peux répondre déjà à la première. Je réponds à la première.
Merci de vous souvenir de la première intervention, qui était au tout début de ma thèse, et donc où j'avais présenté une première enquête que j'ai poursuivie ensuite les années d'après, qui portait sur le militantisme des femmes à l'AKP, donc la manière dont les femmes ont rejoint ce parti et contribuent à ses succès électoraux, et puis à sa manière aussi de gouverner, notamment au niveau local. Et pour votre question, qu'est-ce qui m'a motivée à étudier la Turquie ? Un peu une suite comment dire, pas de hasard, mais j'ai fait une année d'Erasmus en Turquie, ce qui est le cas de beaucoup de jeunes doctorants qui travaillent sur la Turquie. C'est souvent, on a commencé en allant en Erasmus en Turquie parce qu'on voulait voyager, et puis finalement ça nous a intéressés, et ensuite on a poursuivi des études et une thèse, etc. sur la Turquie. Et si je dois donner une raison, c'est sans doute lié à des choses que je vous ai exposées là, c'est-à-dire que je pense que la Turquie, et quand on s'intéresse à la science politique, à la sociologie politique comme moi, et qu'on essaye de comparer aussi les systèmes politiques, la Turquie est un pays très intéressant à étudier et qui épuise jamais les questionnements parce que précisément elle est souvent analysée en termes de binarité, centre-périphérie, moderne, traditionnelle, etc., démocratique, autoritaire. Et en fait, sans cesse, on voit que ces binarités-là ne permettent pas de résoudre les problèmes, en fait, que l'AKP, c'est pas juste la tradition contre la modernité, par exemple, ou la périphérie contre le centre, etc., que le clivage gauche-droite n'est pas forcément d'une grande utilité, que le clivage laïcité-islamisme, c'est beaucoup plus compliqué que ça, etc. Donc, c'est ça qui m'intéresse, moi, en tout cas, c'est de voir que qu'il faut essayer d'affiner un peu ces grilles d'analyse-là. Alors, une autre question. Oui, ici. Oui, quand vous avez évoqué le centre par rapport aux périphéries, vous avez cité la justice, l'administration et l'armée. Mais dans un pays, il y a aussi d'autres centres. Je pense par exemple aux universités, aux centres de recherche, au développement culturel. Et qu'est-ce qu'il en est en Turquie, justement, entre le centre et la périphérie ? Oui, c'est-à-dire que de la même manière, on peut dire que ce centre-là, alors qu'effectivement, j'ai dit, il est incarné et comment dire, il est surtout tenu, contrôlé par ces institutions de l'État, la justice, l'administration, l'armée, mais culturellement, le centre, dans l'analyse de Mardin et puis dans l'imaginaire aussi social et politique en Turquie, c'est aussi juste l'élite, donc aussi l'élite culturelle des grandes villes. Donc effectivement, les universités, les milieux intellectuels, les milieux laïques, les milieux culturels qui écoutent de la musique européenne, qui vont au théâtre, qui vont à l'opéra et qui n'écoutent pas de la musique turque, etc. Donc il y a aussi cette idée que le centre et l'élite qui serait coupée du vrai peuple, c'est aussi ces milieux-là, les universités par exemple, les milieux culturels. Après, bien sûr, ça c'est très valable pour la période du parti unique, c'est valable en partie pour le XXe siècle, c'est présent dans les imaginaires. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les milieux intellectuels turcs sont tous acquis et fidèles au kémalisme et à ces institutions. Et au contraire, justement, la gauche turque a commencé à faire à réviser le kémalisme et à essayer de faire le tri et à s'éloigner, à prendre ses distances vis-à-vis du kémalisme à partir des années 70 notamment. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on peut dire qu'il y a plusieurs centres, qu'il y a des milieux libéraux qui sont très critiques. Et c'est dans les milieux universitaires que l'étude du génocide arménien, par exemple, a pu commencer dans les années 90-2000. Donc voilà, c'est plus compliqué que ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, tu as dit qu'il y avait plusieurs centres. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre Ankara et Istanbul, et si oui, laquelle ? Oui, c'est-à-dire que le sultan ottoman était à Istanbul, Mustafa Kemal a fondé la République à Ankara, a déménagé le centre de l'État, l'a fait basculer à Ankara avec cette idée de rompre avec le passé ottoman. Or, ce que je n'ai pas eu le temps de dire, c'est que Erdogan aujourd'hui
Erdogan, avant d'être Premier ministre puis Président de la République, c'est d'abord un maire, et le maire d'Istanbul dans les années 90. Je vous disais, les partis issus de l'islam politique, ils arrivent au pouvoir par le local, parce que c'est là qu'ils peuvent avoir une petite marge de manœuvre alors que les institutions étatiques sont verrouillées. Et c'est à Istanbul qu'il veut justement imposer un autre modèle, un autre centre, rebasculer l'équilibre d'Ankara à Istanbul, renouer avec le passé ottoman. Et Istanbul, c'est une ville qui lui permet de faire deux choses. C'est à la fois renouer avec le passé ottoman, raviver la grandeur de l'Empire ottoman, et en même temps lancer tout un ensemble de méga-projets, puisque Istanbul, depuis Erdogan, c'est des nouveaux tunnels sous le Bosphore, des nouveaux ponts, des nouvelles mosquées gigantesques, des transports qui ont été transformés, des nouveaux services urbains, etc. Donc c'est aussi les méga-projets, la modernité, la projection de la Turquie dans l'avenir, etc. Bien, alors une dernière question. Allez, dernière. Merci. Lors des dernières élections présidentielles, Erdogan était opposé à quel candidat et de quel bord était ce candidat? Voilà. Alors, lors des dernières élections présidentielles, Erdogan était opposé en fait à une coalition de 7 partis, si je ne me trompe pas, qui représentait l'opposition qui s'est donc alliée pour lui faire face. Donc principalement le Parti républicain du peuple, donc qui est l'héritier du kémalisme, même s'il a beaucoup changé depuis. Le Bon Parti, le I-Parti, qui est un parti plutôt de droite nationaliste. Le Parti kurde qui n'a pas présenté de candidat, etc. Avec l'idée qu'en faisant cette coalition, on allait pouvoir... derrière un candidat qui était le candidat du Parti républicain du peuple, Kılıçdaroğlu, qu'on allait pouvoir se rassembler et remporter face à l'AKP, qu'aucun parti seul n'arrive à vaincre. Et les sondages jusqu'au dernier moment étaient plutôt favorables à cette coalition d'opposition. Et le contexte paraissait favorable aussi à leur victoire, notamment parce qu'il y a eu le tremblement de terre en février qui a montré aussi une forme de faillite de l'État parce qu'il y a une crise économique importante, etc. Et l'AKP a quand même réussi à remporter l'élection. Voilà. Sans fraude majeure, a priori, parce que simplement... Non, mais c'est important de le dire parce que c'était un soupçon très important, mais simplement parce qu'il contrôle une grande partie des médias, donc le champ politique est quand même biaisé, et parce qu'une majorité de la population continue à voir les oppositions comme pas crédibles et l'AKP comme le seul à même de résoudre les problèmes, les crises actuelles. Un grand merci, Prunelle Aimé. Merci beaucoup. Merci.